Salut tout le monde, regardons ensemble la section 2.4 qui porte sur la réfraction. C'est un rappel du secondaire, mais on va quand même se remettre dedans pour se rappeler de tout ça. Donc la réfraction, c'est le phénomène qui se produit quand de la lumière ou une autre sorte d'onde, nous ici on va vraiment parler juste de lumière, passe d'un milieu de propagation à un milieu de propagation différent. Par exemple, quand j'ai de la lumière qui se propage dans l'air, puis qu'ensuite elle va se propager dans l'eau, elle passe d'un milieu à l'autre, il va y avoir le phénomène de réfraction. On va commencer par définir l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, c'est dénoté par la lettre n, ça n'a pas d'unité, puis ça nous dit le rapport entre la vitesse à laquelle la lumière se propage dans un certain milieu de propagation, puis la vitesse à laquelle la lumière se propage dans le vide. Dans le vide, la lumière va à sa vitesse maximale, qui est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, c'est quand même démentiel comme vitesse, là, c'est 300 000 km en une seule seconde. Le diamètre total de la planète Terre, c'est comme 12 000 km. Fait que la lumière, ça va plutôt vite. Donc, la lumière, quand elle passe du vide à un autre milieu de propagation, elle va avoir tendance à ralentir. Par exemple, la lumière va un peu plus lentement dans l'eau puis dans le verre que dans l'air. Fait que V, ça va être la vitesse à laquelle la lumière se déplace dans un autre milieu de propagation, va toujours être plus petit que la vitesse à laquelle la lumière se déplace dans le vide. Je pourrais vraiment comme définir N comme le rapport de C divisé par V. Puis puisque C est toujours plus grand ou égal à V, l'indice de réfraction, ça va être toujours plus grand ou égal à 1. Donc dans le schéma que je vous ai tracé ici, on a un rayon de lumière qui est le rayon incident. C'est mon rayon qui est en train d'arriver ici, puis qui va passer d'un milieu de propagation avec un indice N1 à un deuxième milieu avec un indice N2. Là, la lumière va comme se séparer en deux. Il y a une partie de la lumière qui va traverser dans le deuxième milieu. C'est le rayon qui va être réfracté. Puis il y a une partie de la lumière qui va réfléchir, qui ne va pas arriver à traverser. Donc ça va être mon rayon réfléchi. Le rayon réfléchi, on s'en préoccupe pas vraiment pour nous, c'est juste savoir qu'il existe. Il y a un certain pourcentage de l'intensité lumineuse qui va être transmis, un autre pourcentage qui va être réfléchi. Ça dépend de plusieurs paramètres, mais on ne va pas se lancer dans l'étude de ce phénomène-là. Ce qui nous intéresse, c'est l'angle auquel le rayon réfracté va être mesuré. Il y a une formule qui fait le lien entre l'angle incident, θ1, et l'angle réfracté, θ2, et c'est la loi de Snell-Descartes. Je vous la fais apparaître. Hop! La loi de Snell-Descartes, N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. La chose qui est importante quand on va vouloir appliquer cette règle-là, c'est de vraiment se rendre compte que les angles θ1 et θ2 ne sont pas mesurés entre le rayon incident et la frontière et l'interface. Fait que ça ici, c'est la frontière entre les deux milieux, on appelle aussi l'interface. L'angle n'est pas mesuré ici, l'angle est toujours mesuré par rapport à une ligne qu'on appelle la normale. C'est une ligne imaginaire qui est normale, qui est perpendiculaire à la surface ici. Fait que cette ligne normale-là, il faut tout le temps comme se la dessiner, puis elle est perpendiculaire à la surface. C'est important, sinon la formule va juste pas fonctionner puis pas donner les bons angles. Je vous fais un exemple tout de suite ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, juste essayer de le faire, ça va vous prendre quelques instants, puis ensuite venir vérifier si vous avez la bonne réponse. Ok, je vous montre la solution. C'est parti! Donc ici, ce qu'on vous dit dans le problème, c'est qu'on donne un angle phi, c'est la lettre grecque phi, c'est notre deuxième lettre grecque préférée pour les angles, après θ. Donc phi 1 qui est 35 degrés, puis on voudrait savoir l'angle phi 2 qui est mesuré ici. On va utiliser la formule pour la réfraction, mais encore une fois, ce qui est important, ça va être d'utiliser les bons angles. Donc les angles qu'on va vouloir utiliser, on va vouloir toujours, comme angle d'incidence, θ1, utiliser l'angle par rapport à la normale. Fait que je vais utiliser les propriétés des triangles pour déduire que mon angle ici, c'est 55 degrés. C'est ça que je vais utiliser dans ma loi de Snell-Descartes. Donc après, je fais ma loi de Snell-Descartes. N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Le θ2, c'est l'angle que je cherche. Donc ici, j'ai mon deuxième indice de réfraction. Je fais mon calcul, j'isole θ1 et ça me donne... j'isole θ2 et ça me donne... θ2 égale 33,1 degrés. Ça, c'est pas directement l'angle que je veux trouver dans la question. L'angle réfracté, c'est aussi l'angle par rapport à la normale. Donc, il y a ici mon θ2 qui est de 33,1 degrés. Moi, je veux trouver l'angle complémentaire, phi 2. Il me reste juste à faire une soustraction. 90,33,1, ça nous fait 56,9. Et voilà,
on a gagné. Pas trop pire comme problème, juste utiliser les bons angles toujours par rapport à la normale. Maintenant, je vais vous montrer un problème que j'ai mis dans les notes de cours, qui est un problème entièrement optionnel. Je vais juste passer 2 minutes pour vous le présenter. Sentez-vous à l'aise de le faire ou de ne pas le faire. Le premier exercice était plutôt simple. Celui-là, c'est un problème d'un niveau de difficulté plus élevé que ce que je vous mettrais dans un examen. C'est vraiment plus le genre de problème que les physiciens ont du fun à résoudre. Fait que si vous voulez tester vos connaissances puis votre maîtrise de la physique, lancez-vous. Je vous explique ce problème-là très rapidement, ok? On a 2 points. Un point qui est dans un milieu avec un indice de réfraction N1, c'est le point A, puis un deuxième point qui est dans un autre milieu, par exemple l'eau, peu importe, avec un indice de réfraction N2. Quand la lumière va passer du milieu 1 au milieu 2, elle va suivre une certaine trajectoire avec les angles θ1, θ2. J'ai mis des variables D1 et X, une longueur L qui est ici, une variable D2 qui est là. Ce qu'on veut faire dans ce problème-là, c'est faire une démonstration. On veut démontrer que de tous les chemins possibles que la lumière aurait pu prendre pour aller du point A jusqu'au point B, le chemin qui fait en sorte que la lumière prend le moins de temps possible pour se rendre de A à B, donc parcourt le chemin de la façon la plus efficace dans le moins de temps possible, c'est le trajet qui correspond à la loi de Snell-Descartes. C'est le trajet pour lequel N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Ça veut dire que si j'imagine d'autres chemins possibles, mettons j'aurais pu faire un chemin comme ça, j'aurais pu faire un chemin comme ça. Il y a comme plein d'autres chemins possibles. On va s'en tenir aux chemins qui sont en ligne droite. Je commence à faire des zigzags, ça ira pas bien. Mais de tous les chemins possibles, le chemin qui minimise le temps que ça prend, c'est celui qui obéit à la loi de Snell-Descartes. Fait que ça implique un petit peu de notion de votre cours de calcul différentiel. Si ça vous tente, attaquez-vous à ce problème-là, puis vous m'écrirez pour que je regarde votre solution. Je vais vous dire si ça fonctionne. Si vous voulez avoir des explications, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. C'est un beau petit problème. Si vous voulez juste vous représenter un petit peu plus visuellement ce que ce genre de problème-là veut dire, imaginez que vous êtes assis sur la plage en train de relaxer, puis là vous voyez quelqu'un dans la mer qui est en train de se noyer, puis vous voulez comme courir vers cette personne-là le plus rapidement possible. Il va falloir que vous fassiez une partie de votre trajet sur la plage en courant, puis une partie de votre trajet dans l'eau en nageant. Probablement que la vitesse à laquelle vous nagez puis que vous courez sont différentes. Moi, je cours pas mal plus vite que je nage. Donc, il y a comme un trajectoire optimale de quelle distance vous allez faire sur la plage puis quelle distance vous allez faire dans l'eau pour vous rendre jusqu'à votre objectif, jusqu'à la personne que vous voulez sauver. Puis ce trajet-là obéit aussi à la loi de Snell-Descartes si on compare les vitesses sur la plage puis la vitesse dans l'eau. Là, c'est sûr que si vous voulez sauver une personne puis vous commencez à sortir votre calculatrice puis calculer la loi de Snell-Descartes, c'est peut-être pas le meilleur plan. C'est juste pour comme se visualiser un peu plus ce que ce genre de problème-là veut dire. Ok, j'arrête d'en parler. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez pas. Maintenant, il nous reste 2 petits sujets à traiter. Le premier sujet, c'est la réflexion totale interne. La réflexion totale interne, c'est un phénomène qui peut se produire quand la lumière passe d'un milieu très réfringent, avec un gros indice de réfraction, à un milieu moins réfringent. Juste pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, je donne un exemple. Par exemple, si on fait de la réfraction qui passe du verre à l'air, donc la lumière vient du verre puis va comme aller dans l'air, avec un angle d'incidence de 55 degrés. Fait que je fais juste un petit dessin rapide. Zoup. On a le verre, on a l'air, on a notre rayon incident qui est comme ça, avec un angle d'incidence par rapport à la normale de 55 degrés. Puis je veux savoir, dans le fond, où est-ce que la lumière va apparaître. Donc, je veux calculer mon angle réfracté. Si je fais ce calcul-là, quand je vais vouloir calculer mon angle réfracté ici, il va falloir que j'isole dans ma formule. Il va falloir que je fasse arcsin de sinus de 55 fois 1.5. Il va falloir que je fasse arcsin de 1.22. Si vous faites ça sur votre calculatrice, ça va vous donner une erreur parce qu'on ne peut jamais faire sin-1 ou arcsin d'un chiffre plus grand que 1. Il n'y a aucun angle qui donne un sinus plus grand que 1. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Est-ce que la nature, comme bug, crash et échoue complètement? Non, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y aura aucun angle réfracté, il n'y aura aucun rayon de lumière réfracté. 100% de la lumière va être plutôt réfléchie. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Donc, toute la lumière est réfléchie. Si je veux calculer l'angle à partir duquel il va y avoir de la réflexion totale interne, fait qu'il y a des angles comme des petits angles ici où est-ce que la lumière va réussir à sortir, des gros angles où est-ce que la lumière va être toute réfléchie, puis il y aurait comme un angle, je
Je peux changer de couleur. Il y aurait un angle spécial ici qu'on appellerait, jusqu'à la normale, qu'on appellerait l'angle critique. C'est vraiment la frontière entre, avec les angles plus petits que ça, le rayon va être réfracté, puis avec un angle plus grand que ça, toute la lumière va être réfléchie. Pour le trouver, on a juste à dire que dans le fond, l'angle réfracté, l'angle maximal ici, où est-ce que le rayon peut sortir, c'est comme 90 degrés, comme ça. Tout ça ici. Fait que je vais mettre θ2 égale 90 degrés, puis ça va me donner de l'autre côté mon angle critique quand je vais l'isoler dans mon équation. Fait que je mets l'angle réfracté 90 degrés. Ici, je vais avoir mon angle critique. Puis après, tout ce qui me reste à faire, c'est l'isoler dans la formule si je veux une équation pour l'angle critique. Et voilà. Donc ça, c'est bon pour n'importe quel deux milieux avec des indices de réfraction différents. Je vous fais le petit exemple 2.5. Dans le fond, on demande juste de calculer l'angle critique quand la lumière passe du verre à l'air puis de l'eau à l'air. Donc quand on fait le calcul ici, j'ai tout simplement à appliquer la formule précédente dans le fond avec mes deux indices de réfraction. Je calcule le sinus moins 1, puis ça me donne, dans le cas du verre à l'air, 41,8 degrés. C'est juste pour se donner une petite idée avec les chiffres de quoi ça a l'air. Puis quand on passe de l'eau à l'air, vu que les indices de réfraction sont plus proches un de l'autre, l'angle critique va être plus grand. C'est comme ça que ça fonctionne. Si j'essayais de vous demander l'angle critique quand on passe par exemple de l'air au verre, si je vous demandais de calculer l'angle critique dans ce scénario-là, ben là, vous auriez besoin de faire sinus à la moins 1 de l'indice de réfraction du verre sur celui de l'air, comme le contraire de ce qu'on a fait ici. Quand vous faites ça, ça va vous faire calculer le sinus moins 1 de 1,5 sur 1. Ça donne une erreur, ça se peut pas. Il ne peut pas y avoir de réfraction, de réflexion totale interne quand on passe d'un milieu avec un petit n à un milieu avec un grand N. Il ne peut juste pas y avoir de réflexion totale interne, ça se peut pas. Le dernier sujet que je vais aborder pour la réfraction, c'est le phénomène de dispersion. Le phénomène de dispersion se produit quand j'envoie de la lumière blanche, puis que cette lumière blanche-là, donc la lumière blanche inclut toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand la lumière blanche va passer par exemple de l'air à l'eau, les différentes couleurs qui composent la lumière blanche vont être réfractées à des angles légèrement différents. Puis la raison pour ça, c'est que l'indice de réfraction des matériaux dépend de la couleur de la lumière qui va traverser. Fait que l'indice de réfraction pour le bleu puis l'indice de réfraction pour le rouge n'ont pas tout à fait la même valeur. Vous voyez que la différence est quand même assez faible. On a comme 1,34 puis autour de 1,33. Fait qu'en termes de pourcentage, c'est moins qu'1% de différence, mais quand même une légère différence d'indice de réfraction pour les différentes couleurs. Là, vous pourriez avoir la question très légitime de pourquoi est-ce que les matériaux ont un indice de réfraction différent pour le bleu puis pour le rouge. Ou même la question plus fondamentale de pourquoi est-ce que la lumière ralentit quand elle entre dans la vitre ou dans l'eau. Puis c'est une question la question est simple, mais la réponse est incroyablement compliquée. Puis il faudrait qu'on s'assoie ensemble puis qu'on fasse comme 2 ans de physique pour avoir une idée de comment commencer à répondre à cette question-là. On va définitivement pas faire ça. Donc il existe une réponse, les physiciens la comprennent, mais ça dépasse largement la portée de notre cours. Fait on peut le tester en laboratoire, mais pour ça, il va falloir que vous me croyiez que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde, de la couleur de la lumière. Des exemples de ça qu'on est capable d'observer, c'est comme quand j'envoie de la lumière blanche dans un prisme. Ici, le prisme est fait en verre. L'indice de réfraction du verre dépend de la longueur d'onde. Fait que je vois que ma lumière blanche qui arrive dans cette direction-là va être déviée dans le prisme, on ne le voit pas, puis ensuite va ressortir du prisme par là. Fait que ça aurait été de la lumière blanche qui aurait été comme pas du tout déviée. Puis je vois que le rouge a été dévié moins que le bleu qui a été dévié plus parce que l'indice de réfraction pour le bleu est plus grand que l'indice de réfraction pour le rouge. Donc j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici qui sont venues se séparer. Puis parlant d'arc-en-ciel, un autre exemple classique de diffraction, c'est les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, vous le savez, sont causés par la lumière qui passe dans des petites gouttelettes d'eau en suspension. Puis quand le rayon de lumière du soleil blanc
frappe la gouttelette, les différentes couleurs vont se séparer, vont être réfléchies, puis vont arriver dans nos yeux à des angles légèrement différents. C'est pour ça qu'on voit que toutes les couleurs ici ont été séparées. C'est à cause du phénomène de dispersion. C'est parce que l'indice de réfraction de l'eau varie en fonction de la couleur. Ici, vous voyez même l'arc-en-ciel secondaire, le deuxième arc-en-ciel, qui est causé par une réflexion de plus dans la goutte d'eau. Ça change l'angle à laquelle on voit l'arc-en-ciel. Puis vous voyez que ça va aussi inverser les couleurs. Ici, le bleu puis le violet est en bas, tandis qu'ici, le bleu puis le mauve est plutôt en haut. Et voilà, c'est tout pour le phénomène de dispersion. Je vous laisse en vous montrant le dernier exercice. Je vais vous laisser l'essayer puis vous faire une vidéo séparée pour la solution à ce problème-là. Donc, j'ai un rayon incident ici à 35 degrés de mon bloc. Ce rayon incident-là, il va être dévié, puis on dit que c'est de la lumière blanche. Ici, je veux savoir je veux comparer la déviation de la lumière rouge avec la lumière bleue. J'imagine que ça, c'est une lumière qui inclut et du rouge et du bleu. Le rayon rouge et le rayon bleu vont être déviés à des angles légèrement différents, puis ils vont ressortir à des angles légèrement différents aussi. En fait, ils vont ressortir un petit peu décalés un par rapport à l'autre. Ce que j'aimerais être capable de mesurer ici, ce que je vais appeler D minuscule, c'est le décalage entre les deux faisceaux à la sortie du bloc. Je vais vous laisser essayer ce problème-là, puis je vais vous présenter la solution. Déjà, juste le petit truc que je peux vous donner, le petit attention, c'est que des fois, vous allez avoir tendance à vouloir mesurer la distance qui sépare les deux faisceaux quand ils arrivent sur cette partie-là ici du bloc. Je vais appeler ça delta Y. Puis delta Y, c'est pas tout à fait la même chose que D. Il va falloir se tracer un petit triangle ici pour établir le lien entre delta Y et D. Je laisse essayer ce problème, je vous fais une petite vidéo séparée et c'est tout pour la section 2.4.